Fernandez, bonjour, vous êtes psychologue, vous êtes sophrologue, bienvenue à TV Sol. Vous accompagnez les sportifs de haut niveau, vous avez une trentaine de champions olympiques à votre actif, ainsi qu'une dizaine de champions de France. Vous nous corrigez si ça n'est pas tout à fait le chiffre. Parlez-nous de votre implication dans le milieu sportif. D'abord, bonjour. Après, première précision, c'est d'abord une médaille, elle appartient à l'athlète ou à l'équipe qui gagne, et derrière, il y a toute une équipe qui l'aide. Donc c'est dans cette équipe qui aide à la performance, je me suis occupé toujours, enfin j'ai participé, c'est vrai, à la conquête d'une trentaine de titres champion du monde, de médailles olympiques, mais dans une équipe et en m'occupant du maillon qui était le plus faible, le mental. Mais après, c'est d'abord les victoires et les médailles des athlètes, c'est pas la mienne, c'est pas les miennes. Vous avez prononcé le terme de maillon faible, mais encore. Quand je dis le maillon le plus faible, je veux dire par là qu'une expression populaire dit que pour gagner, on joue avec son corps, on lutte avec ses tripes, on gagne avec sa tête. Et aujourd'hui, je veux dire, le domaine du physique, de la technique, de la tactique est très développé, et le domaine du mental était complètement obsolète, avait 30 ans de retard, quoi. Luis Fernandez, je sais que vous n'aimez pas le terme de coach, vous lui préférez largement celui de compagnon du devoir. Disons que les compagnons de devoir ont un état d'esprit qui me convient parfaitement, c'est-à-dire la recherche de la perfection, le souci des détails et tout. Coach, c'est un mot qui est à la mode. Il y a des coachs pour n'importe quoi qui ont remplacé les médecins et les prêtres d'avant, on va dire. Et le coach, souvent, ne s'engage pas. Personnellement, quand je me mets à aider un sportif de haut niveau, je participe à une aventure humaine, donc je m'engage aussi sur objectif. Et je suis partie prenante de l'aventure, quoi. Je ne suis pas rien qu'observateur. Comment le psychologue a-t-il choisi à un moment donné de s'intéresser au sport? N'y a-t-il pas derrière tout cela un rêve d'enfant? Oui, il n'y a que ça d'ailleurs. Et une vie d'adulte, c'est un rêve d'enfant ou d'adolescent réalisé. Pour l'instant, j'essaie d'être sur cette continuité-là. C'est-à-dire qu'à l'âge de 17 ans, j'étais en cours de philo, j'avais un cours sur Teilhard de Chardin d'ailleurs, je me souviens. Et je me suis dit, on a beau expliquer tout ce que l'on veut, c'est toujours dans la tête des gens, de la personne que ça se passe. Pourquoi je trouve-t-on plus beau, agréable à regarder, c'est toujours dans la tête de la personne. Donc je veux savoir ce qui se passe dans la tête des personnes. Et comme j'étais un pratiquant, un sportif, mon laboratoire était tout naturellement le sport. Et donc après, ça a glissé naturellement vers comprendre ce qui se passe lorsqu'une personne réussit ou lorsqu'une personne échoue. Donc c'était, on va dire, une psychologie de l'excellence, en sachant qu'il faut bien dissocier quand même le fait de réussir dans la vie, réussir à conquérir des médailles, des titres, un compte en banque, tout ce que l'on veut, et réussir sa vie, qui sont deux choses complémentaires. Hein. Et il faut mettre le premier au service du second. Hein. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier, quoi. Sinon, c'est le culte de l'ego et ça ne sert à rien, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors la transition est quasiment toute faite. Je vais citer l'une de vos jolies formules. Vous dites « Tout se passe dans la tête, il faut savoir ce qui se passe dans la tête pour comprendre le cœur ». Alors expliquez-nous. Mais c'est vrai. Je veux dire, plus on est intelligent, plus on aime. Fondamentalement, c'est l'amour qui est le premier, qui est le déclencheur. Et plus on aime, plus on va chercher. Donc pour moi, c'est une quête de chercheur. Pour le sportif, c'est une quête, donc un amour pour se réaliser. Et il va le faire au travers d'une discipline sportive. Sinon, ça n'a pas de sens. Et la noblesse, je veux dire, restant sur cet esprit-là, la noblesse et la grandeur d'un sportif de haut niveau, ce qui fait que rôle qui aujourd'hui n'est pas rempli par les sportifs français, quoi, alors qu'il est rempli dans d'autres pays, c'est d'être des porteurs d'espérance ou des gardiens c'est des porteurs de rêve ou des gardiens d'espérance. Ça se traduit concrètement par, tu vois, ça paraissait impossible, moi je l'ai fait. Donc toi, quel que soit ton handicap, tes difficultés, tu peux le faire. Et ce rôle-là n'a pas de prix, à condition qu'il soit bien rempli. Sauf qu'aujourd'hui, tous les sportifs professionnels et de haut niveau sont des eunuques de cette dimension. C'est-à-dire qu'on leur apprend une approche mécaniciste, techniciste, mais il y manque cette dimension métaphysique qui est fondamentale. Chacun peut-il devenir un champion? Fondamentalement dans la vie, il ne faut jamais être le second de soi-même. Et déjà là, le contrat est rempli. Et ensuite, c'est vous. Chacun, je veux dire, en arrière-plan de votre question, il y a la différence entre vivre et exister. Vivre, c'est gratuit, personne n'a demandé à vivre, on a demandé à papa, maman d'être là. Par contre, exister, donner du sens à sa vie, ça dépend que de chacun d'entre nous. Et une fois qu'on a choisi le sens de sa vie, il faut aller au bout de sa quête, quoi. Alors concrètement, comment vous y prenez-vous pour fabriquer un champion?
D'abord, ça ne se fabrique pas. Dans le meilleur des cas, ça se révèle, ça s'accompagne, mais point. Et après, s'il y a un secret là-dedans, il est tout simple. Je veux dire, c'est vrai que le travail d'un préparateur mental va être d'enlever, de pointer du doigt les grains de sable et de les enlever. Le deuxième point que je peux dire, c'est lorsqu'il intervient, il intervient à 3 niveaux, à l'inverse d'un psychologue ou d'un coach. Le premier niveau, c'est la psychologie du sport, on va dire c'est la tuyauterie. Le deuxième niveau, c'est la métaphysique, c'est l'éthique et la morale. Et le troisième niveau, c'est la spiritualité. C'est-à-dire que, quelle que soit cette spiritualité, il est nécessaire que le sportif soit ouvert à ce niveau-là. Qu'il soit chrétien, qu'il soit, peu importe, bouddhiste, peu importe, mais il faut une sensibilité à ça, dont le préparateur mental doit l'avoir, parce que certains problèmes ne peuvent se régler qu'à ce niveau-là, quoi. La psychologie explique tout, mais n'assume rien. Il n'y a que la spiritualité qui assume. Alors j'aimerais revenir sur votre collaboration avec les grands sportifs et également sur votre méthode. Vous dites bon sens et efficacité. Oui, d'abord, ce n'est pas ma méthode, c'est l'objectivation de ce que j'ai vu sur le terrain. C'est-à-dire que la première étape d'une démarche scientifique, c'est de décrire le terrain. Donc moi, j'ai côtoyé des sportifs de haut niveau, j'ai côtoyé des champions, je côtoie monsieur tout le monde, et c'est le décryptage, je veux dire la lecture de ça, qui fait qu'à un moment donné, émerge un modèle, quoi. Voilà, et ce modèle-là, oui, il est transposable à tout le monde de la même façon que tout être humain a une morphologie. On a tous une même colonne vertébrale, on a tous une même ossature osseuse. Donc, dans l'art d'atteindre ces objectifs, la colonne vertébrale est la même pour tous. Pour moi, je dis que gagner, c'est une langue étrangère qui s'apprend avec sa grammaire, sa syntaxe, tout. Alors je sais que vous êtes très attaché à la démarche clinique, mais également à la phénoménologie, que vous dites d'ailleurs relativement atypique dans le milieu du sport. Démarche clinique et phénoménologique. Phénoménologique, c'est pour aller, je veux dire, une démarche phénoménologique. Je reviendrai sur le clinique dans 30 secondes. La démarche phénoménologique, je veux dire, nécessite un minimum de 10 ans d'investigation, sinon c'est pas sérieux. Et c'est la recherche d'une vérité pour tous et pour toujours. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas le 100% pour tout le monde et tout le temps, on n'est pas satisfait. On continue à chercher, à investiguer, quoi, avec une démarche mentale bien précise. Et ensuite, donc ça, c'est particulier. Il y a très peu de personnes, des chercheurs dans le domaine du sport, qui utilisent cette méthodologie-là. Et le deuxième, l'approche clinique, parce que nous sommes tous uniques. Je veux dire, chacun d'entre nous est unique, on n'est pas supérieur à, on n'est pas inférieur, on est soi. Et dans ce caractère d'unicité, si le préparateur mental, le coach, le psychologue a un secret pour faire gagner quelqu'un, c'est de le maintenir dans si un seul secret, c'est celui-ci, c'est de le maintenir dans la simplicité de lui-même. C'est-à-dire, je suis Louis, si j'essaie de faire du Nicole, ça ne va pas marcher. Louis, il faut faire du Louis. Chacun doit être soi-même. Parce que sinon, on ne peut pas. Le dicton populaire dit bien chasser le naturel et revient au galop. Vous aimez mettre de l'éthique dans le milieu sportif et vous êtes également fondateur du reste de Sport Éthique. Alors, parlez-nous de Sport Éthique. Je vais faire une petite parenthèse. Je disais qu'au XXe siècle, pour tout le monde, au moins pour les Français, il fallait choisir entre de droite ou de gauche. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, le choix, il est est-ce que je suis animé par mon ego ou par mon être? Si c'est l'ego, c'est l'égoïsme et c'est la folie du système financier actuel. Si c'est l'être, c'est du partage, de la solidarité, avant tout. Enfin, c'est ça qu'il faut. Donc l'éthique, ou le fair play, pour la bonne et simple raison que tout le monde en parle, l'esprit sportif, tout le monde en parle, mais quand il s'agit de le traduire au quotidien, on n'y met pas grand-chose, quoi. Donc personnellement, mon combat, je veux dire, mon idéal, c'est d'harmoniser les structures avec une vision humaniste, c'est-à-dire de placer l'humain au cœur du sport. Donc ça, c'est mon combat au niveau des structures. Et ensuite, pour que ça ne reste pas un vœu pieux, j'ai essayé de traduire au quotidien, j'ai essayé de créer un code moral et un code éthique pour traduire au quotidien cet esprit sportif. Donc le code moral, la morale, c'est pour tout individu de la vie de tous les jours, quoi. Je me suis expliqué, donc se traduit par 3 petites questions. Donc, j'ai été pioché quand même dans quelques... D'une part, j'ai été pioché du côté du Rotary, et puis j'ai été aussi pioché du côté de Saint-Thomas d'Aquin, pour essayer de trouver un peu. C'est 3 petites questions à se poser avant toute réflexion, décision, discussion ou action, tout le temps, qui est 1. L'intention est-elle droite? L'action est-elle juste? Les conséquences sont-elles bénéfiques? Notre rencontre, là, on peut très bien se poser ces 3 questions. Ça, c'est pour le code moral. Et le code éthique, c'est-à-dire c'est pour toute personne en situation de responsabilité,
dans le cadre dans le milieu sportif, c'est un, est-ce au service de tous les licenciés? Est-ce profitable à la collectivité, c'est-à-dire la ville, la commune où je me trouve? Et trois, l'esprit sportif est-il respecté? Et si je ne sais pas ce qu'est l'esprit sportif, je reviens au code moral. Et comme ça donne à tout un chacun une ligne conductrice, un fil rouge, pour ne pas se fourvoyer dans les sirènes de l'ego, quoi. Alors, est-ce à dire que le sport a perdu toutes ses valeurs? Et si oui, par rapport à quoi? Pour moi, le CIO, le Comité international olympique, est devenu le SIO, c'est-à-dire les simoniaques de l'idéal olympique, en envoyant la simonie, c'est-à-dire l'achat des indulgences. Il a perdu ça. Alors au départ, on peut se révolter, parce que moi j'étais révolté, indigné, je veux dire. Je me suis battu. Et après, si on le resitue dans une perspective historique, c'est une crise d'adolescence. C'est une crise d'adolescence. En pleine adolescence, je veux dire, il y a des dérives un peu tous azimuts. On en voit au niveau là, de l'argent, on en voit sur le dopage et tout. Resitué sur 20 ans, ça peut être, la barre peut être redressée, quoi. C'est complètement anormal, par exemple, de voir que, je veux dire, cet idéal, tout est monnayé. Alors que c'est pas ça le rôle. Le rôle, c'est un facteur de paix. Le rôle du sport, de la société, c'est d'amener la paix, la fraternité, la rencontre entre les gens. Oui, d'être fédérateur. Oui, de la reconnaissance de l'être humain, quoi. Et de reconnaître l'autre et de s'apprécier. Peut-il retrouver ses valeurs après avoir connu autant de méandres, on va dire? Mais l'adolescent, après, quand il retrouve la chemin, il se pose. Donc là, il n'y a aucun souci. Peut-être que je ne le verrai pas, mais je ferai tout pour faire avancer, puis d'autres prendront le relais. Je veux dire, on est confronté au problème que, comme dit une expression, le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Donc aujourd'hui, les médias, je veux dire, se complaisent à déverser du vomi toutes les insanités, toutes les dérives, quoi. Alors qu'il y a des milliers de petites actions, même sur Toulouse, je veux dire, il y a beaucoup de très belles actions. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est cette majorité silencieuse qui doit dire, attendez, ça suffit, on arrête. Alors, l'intérêt de votre approche, c'est qu'elle est relativement duplicable à tout un chacun. Nous l'avons vu tout à l'heure, il n'y a pas que le milieu sportif. Alors, en cette période de crise où tout le monde doute un peu de son avenir finit par douter de lui-même, quels conseils donneriez-vous? Et qu'en est-il aussi pour ces demandeurs d'emploi dont effectivement on démolit un petit peu la capacité à se reconstruire souvent? C'est vrai que, j'ai compris, c'est vrai que la société aujourd'hui marche sur la tête dans la mesure où on a nié la spiritualité. On nie complètement la spiritualité et donc quelque part on est un handicapé. On est un handicapé, on devient dégénéré puisque c'est l'âme elle-même qui donne le souffle de la vie, quoi. Bon, ça, donc, quand vous allez dans des sociétés, même qui vivent dans la misère économique, la misère économique n'a rien à voir avec la misère existentielle, quoi. Ils ont une joie de vivre et un rayonnement, intérieurement, des yeux qui brillent, une joie de vivre, que nous, on n'a pas ici. Ici, on est un pays de morts-vivants, quoi. Déjà, avec des zombies, ils ont tous des yeux de Merlan-Fry, comme on dit. Je veux dire, c'est une tristesse, c'est pathétique, quoi. C'est ça qu'il faut. Quel conseil donneriez-vous? À qui? Déjà, que j'essaie de me contrôler, c'est beaucoup. Non, ceux qui sont socialement en souffrance. C'est pas simple dans notre société aujourd'hui d'arriver à trouver sa voie quand on vous inculque totalement le contraire. Oui, et qu'on facilite l'assistanat, c'est vrai. C'est de ne jamais abandonner. Et que quand on s'accroche, à un moment donné, ça finit par sourire. La nuit, à un moment donné, elle a marre d'être nuit. À un moment donné, ça passe. Il faut toujours prendre son étoile, avancer. Puis après, bon, on se fait aider comme on se fait. Je veux dire, moi, c'est jamais démissionner soi-même, jamais abandonner. Et après, c'est. Oui, quand je dis marcher sur la tête, je voulais dire que la plupart des gens fonctionnent de la manière suivante. Je veux ça. Je veux un emploi, je veux une voiture, je veux une épouse. Comme ça, je ferai ça et je serai plus heureux. Donc, on est sur de l'avoir, du faire et de l'être. Alors que, pour être pleinement heureux, c'est je suis pleinement moi, je fais ce que j'aime vraiment et j'ai ce que je désire. C'est-à-dire qu'il faut inverser, c'est être d'abord soi-même, pleinement soi-même. Et quand on est pleinement soi-même, on finit par trouver sa place, même s'il y a une période, s'il y a des essais, on trouve sa place sur Terre, et puis là on s'occupe simplement de bien la remplir, c'est tout.
Alors vous avez un site internet où vous partagez des outils. À qui s'adressent ces outils? Bon, j'ai 2 ou 3, pour tout le monde, tout un chacun, essentiellement dans le milieu sportif, parce qu'il n'y a que dans ce milieu-là où je me sens à peu près une certaine compétence, on va dire. Ailleurs, je n'y vais pas dans la mesure où par respect, quoi. Je suis compétent dans le domaine du sport, je reste là, je donne ma pleine mesure là, en sachant que le sport est un milieu symbolique qui a un rôle social à jouer bien précis. Je sais que les clés que j'ai peuvent servir à monsieur tout le monde dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la vie privée, tout ça, mais je ne veux pas y glisser par refus de mégalomanie, puis de rester sur mon point fort. Et au fond de moi, je sens que ma place, elle est dans le monde sportif, elle n'est pas ailleurs. Même si je peux aider, je veux dire, mais globalement, ma place, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Vous êtes auteur de nombre de livres sur le sujet que nous venons d'aborder. Vous avez également un ouvrage en publication actuellement. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Je suis content. Parce que c'est un livre un peu, on va dire le titre, c'est La faillite du sport français, où j'ai démontré que le sport français planétaire vivait 7 faillites historiques, idéologiques, politiques, économiques, sociales, éducatives et sportives. Donc ça, c'est les 7 faillites. Et face à ça, j'ai essayé de réimaginer un nouveau système qui place l'humain au cœur du sport. Il est sorti. Lorsque les gens le lisent, ils disent d'entrée, on prend un uppercut dans la gueule, comme si on met une droite. Et puis après, en le lisant tranquillement, sur les propositions, on se dit pourquoi pas. Il y avait une chape de plomb sur l'univers du monde du sport, on va dire. Et là, j'ai réussi à percer, à faire passer un rayon de soleil. Et maintenant, l'ouvrage se propage de bouche à oreille. Les gens, certains comités m'en achètent 10, je veux dire, c'est de bouche à oreille qui se propage. Donc j'ai réussi à semer une graine, à montrer qu'un espoir est possible, qu'un autre système est complètement réalisable, je veux dire, facilement. Et la nature fait son chemin tout seul. Mais il ne m'appartient plus, maintenant il appartient à tous les sportifs, quoi. Alors, TV Sol étant une télévision solidaire, nous avons pris pour habitude de poser une question toute simple à nos invités. Quel est votre sens de la solidarité? Moi, si je mettais fraternité, pour ne pas mettre... en tant que chrétien, je dirais de voir le Christ à travers l'autre. Mais sinon, je mettrais fraternité, tout simplement, de manière plus globale, quoi. Je le résumerai comme ça. Merci Luis Fernandez et à très bientôt sur TV Sol.